Est-ce que vous pourriez expliquer aux téléspectateurs l'astral? Qu'est-ce que vous entendez par astral quand vous dites ça, c'est de l'astral? D'abord, je ne le dis jamais totalement dans cette forme-là. Non, pas vraiment. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que ce soit toujours expliqué. Oui. J'ai fait une émission il y a quelques semaines concernant l'angoisse, concernant les individus qui sont aux prises avec des problèmes du passé. Ça fait partie de l'astral. Ça fait partie de tout ce qui n'est pas clair dans l'individu, de tout ce qui fait que l'individu n'est pas dans l'instant présent. Je vais l'expliquer à un autre niveau aujourd'hui. Prenez un individu qui vient au monde et qui est assujetti aux planètes. Oui. OK? Qui est né sous l'effet d'un signe zodiaque. En partant, la mémoire zodiacale ne lui permet pas d'être entièrement libre parce que les planètes auront toujours une tendance, à travers l'interprétation, de faire subir à l'individu des situations qui ne sont pas sous son contrôle. Ça veut dire que l'individu qui vient au monde n'est pas libre. Au départ. Au départ. Il est assujetti à la loi de karma. Il est assujetti aux lois de l'inconscient collectif cosmique. Je vais éclaircir cette situation. On a eu des sondes qui sont allés voir les différentes planètes. Il est très clairement établi aujourd'hui que si vous prenez Mars, c'est rouge parce qu'il y a eu beaucoup de fer et que c'est l'oxydation de ce fer. Avec le gaz carbonique, etc., qui lui donne cet aspect. Oui. L'homme, autrefois, croyait que c'était du sang. Alors, ça a été la planète de la guerre. D'accord? Là, je vais vous amener dans la dimension de la métaphysique. Une réalité, pour qu'elle se manifeste, n'a jamais besoin d'être réelle. Elle a simplement besoin d'être crue comme concept. Ça veut dire que tout individu qui vit et qui interprète la vie met au monde une réalité qui est la sienne. Mais il y en a une qui est collective. À partir du moment où un certain nombre de personnes interprètent l'astrologie, croient, je ne sais pas que je veux démolir l'astrologie, là, je veux expliquer c'est quoi l'emprise. Vous voulez l'expliquer? Oui. À partir du moment où un certain nombre d'individus croient en une valeur, même si elle n'est pas valable, elle va devenir avec le temps réelle. Et c'est le cas de l'astrologie. Est-ce qu'elle est réelle même pour ceux qui ne sont pas du tout au courant? Elle est réelle même pour ceux qui ne sont pas du tout au courant. C'est ce qu'on appelle les lois de l'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle les lois du karma, c'est ce qu'on appelle les lois de l'astral. Exact. Il n'est pas normal qu'un individu soit assujetti à différentes planètes, qui fait qu'il va être prédisposé dans un temps à rencontrer quelqu'un dans sa vie. Ça ne s'explique pas à travers les sondes qui sont allés voir les planètes, mais ça s'explique à travers la croyance pendant des milliers d'années qui a créé une force d'énergie que l'on appelle égrégore. Exact. Et qui a mis au monde une réalité à partir strictement de l'imagination. Donc, une réalité, avant d'exister, a simplement besoin d'être imaginée. Intéressant. Donc, un individu qui vient au monde, le drame, c'est qu'il n'est pas libre. Au fur et à mesure, prenons cette fantastique astrologue avec laquelle moi j'ai beaucoup de respect, Huguette Hirsig, une grande dame. C'est sûr qu'elle va voir les choses dans un angle différent, mais j'aimerais lui rendre hommage parce que c'est une très grande dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 81-82 dans ce bout-là. Et lorsqu'elle fait un thème, c'est précis, c'est exact, c'est d'une précision déconcertante. Pour ceux qui ont eu à rencontrer cette grande dame, je ne connais pas pour les autres, mais je connais Mme Hirsig à l'époque et d'autres astrologues que j'ai rencontrés par la suite. Donc, c'est une science exacte. Ce que je veux dire, c'est eux vont l'interpréter à partir des métaux qui sont contenus dans les planètes et des métaux que nous avons dans le corps. Moi, j'amène là simplement un désaccord. Parce que ce n'est qu'une interprétation. On a voulu mettre une croyance autour de ça. Oui, c'est que l'homme a interprété sa nature. Oui, voilà. Parce que quand on regardait des planètes il y a des milliers d'années,
on interprétait selon la couleur. Vénus, qui était très lumineuse, était représentée comme la déesse de l'amour, la beauté de la femme. Donc Vénus était l'amour. Et nous avons cru. Et c'est simplement le fait de croire au niveau collectif en un phénomène qui va faire naître la réalité. C'est ça qu'on appelle de l'astral. Ça veut dire que de l'astral, c'est tout ce qui ne rend pas l'homme libre. Il n'est pas normal que quelqu'un qui est né ce signe Jumeaux réponde aux Gémeaux. C'est pas normal que quelqu'un qui soit Capricorne soit assujetti à des comportements Capricorne. Parce qu'il n'est pas libre. Les individus que j'ai rencontrés, beaucoup qui sont nés ce signe de Cancer, ont une sensibilité incroyable. Ils sont très rattachés à la famille, etc. Donc, il y a là un manque de libre arbitre. Et au fur et à mesure où la conscience de l'individu se développe, elle doit se défaire de l'emprise, de la mémoire, de l'inconscient collectif terrestre qui représente l'ensemble des croyances pendant des milliers d'années de la civilisation terrestre. Tant et aussi longtemps qu'on reste dans l'emprise des croyances à ce qui fut utile au développement des civilisations sur Terre et qu'on porte foi à cette chose-là que nous appelons l'astral, on n'est pas libre. Mais dans la mesure où un individu augmente son niveau de conscience, augmente son niveau d'intelligence, automatiquement, il perd la mémoire de l'inconscient collectif en lui, c'est-à-dire qu'il perd la mémoire de l'astral en lui. Il gagne de la force de l'esprit en lui. Il gagne de l'intelligence, il gagne du libre arbitre. Donc, il faut comprendre qu'une réalité, c'est toujours quelque chose qui reste à conquérir. Une réalité, c'est toujours une invention à partir de ce que nous allons faire pour faire arriver les événements dans la vie. Quand je parle de créativité, par exemple, je parle d'un individu qui sait qu'il peut être libre à partir du moment où il a effectué un travail sur lui au niveau de ses émotions. Et il n'est plus rattaché à la vibration de l'âme qui, elle, est rattachée aux planètes à travers le processus des vies antérieures. Voulez-vous dire que, à la longue, avec la conscientisation de l'humanité, l'horoscope, pas l'horoscope, mais l'astrologie devra obligatoirement ne plus avoir d'influence. Plus la conscience de l'humanité va augmenter, moins l'horoscope va donner des effets de corrélation entre un signe et les comportements. C'est juste, mais je ne voudrais pas dire que l'astrologie, elle est mauvaise. Non. L'astrologie, c'est le portrait robot des tendances de la psychologie de l'individu et même de sa fatalité. Mais, pour faire suite à votre question, au fur et à mesure où il va devenir conscient, au fur et à mesure où il va devenir intelligent, il va se libérer de cet inconscient-là en lui, qu'il va remplacer par du libre arbitre. Ce qui veut dire la totale intelligence, et il n'aura plus de destinée. Il va être de moins en moins assujetti aux astres, qui nous a donné le désastre, et à ce moment-là, l'individu va être capable, avec sa volonté, son intuition, sa voyance, de se donner une réalité dans laquelle il est totalement libre. Et par le fait même, une civilisation où lui va être libre. Parce que la liberté, c'est quelque chose qui est individuel. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, quand il y a beaucoup d'individus sur Terre qui savent ce que je suis en train de vous dire, il y en a qui commencent à savoir ce que je suis en train de vous dire, qui font un travail très sérieux et qui se libèrent. À partir du moment où un individu travaille sur lui-même, il se libère des attaches de l'inconscient collectif. La civilisation va changer de conscience et elle ne sera plus assujettie au plan zodiacal, qui fait partie d'une des dimensions de l'astral. L'astral, c'est jamais haut ou c'est jamais bas. C'est toujours les barreaux d'une prison. C'est toujours un barreau. Qu'il soit en or ou en fonte. En fonte, parce que même si vous avez Jupiter dans votre signe, à quelque part, qui a un bon aspect, vous allez avoir un bon aspect, mais pour combien de temps? Car ce qui est donné par une influence peut être retiré par la même influence.
Intéressant. Et c'est dans ce sens-là que l'homme n'est pas libre. Donc, à partir du moment où l'homme grandit dans sa conscience, grandit dans son intelligence, il est obligé de repenser les valeurs de l'astrologie. Mais pour plusieurs scientifiques, et c'est là qu'on est dans une situation délicate dans notre société actuelle, c'est que pour la majorité des scientifiques qui sortent avec diplômés, etc., l'astrologie, c'est de la foutaise. Et c'est dommage, parce qu'on perd du temps. Si la science pouvait s'intéresser à l'astrologie, si la science pouvait s'intéresser au paranormal, si la science pouvait s'intéresser aux phénomènes vastes de l'être, on économiserait énormément de temps, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut aussi surtout savoir, c'est pourquoi ça fonctionne. Monsieur Pinard, je voudrais vous rassurer pour une chose. Il y a une collègue à moi, je me permets de vous dire son nom, qui s'appelle Marie Giasson, qui est une étudiante à l'époque, qui a été étudiante et qui est devenue maître en sciences et qui a fait une recherche à l'Université de Montréal sur le toucher thérapeutique. Et c'est assez nouveau, par exemple, ces approches. Et le toucher thérapeutique, pour faire juste une petite définition, on ne touche pas du tout la personne. C'est avec les énergies qui sont rattachées au corps de la personne et par des mouvements de main, il y a des réajustements. Par exemple, si vous avez une entorse au pied, on peut réajuster l'énergie de l'entorse pour vous faire guérir dans un temps très, très rapide par rapport à une guérison qui serait laissée à elle-même, qui pourrait prendre peut-être 2 mois. Et en une semaine ou 3 jours ou 2 jours de traitement, on peut réussir en ajustant l'énergie autour de l'accident, autour du corps. On ajuste plusieurs niveaux. Il y a pas la polarité. La polarité. Oui. Et on ne touche pas du tout à la personne. On ne lui parle à peu près pas non plus. Et il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, beaucoup de recherches sérieuses. Il y a une ouverture au niveau de la recherche scientifique maintenant. Je peux vous dire qu'au niveau de l'Université de Montréal, cette approche est assez neuve. Et c'est pas tous les professeurs qui étaient nécessairement prêts à accepter de diriger une étudiante qui s'aventurait dans un domaine qui n'était pas encore beaucoup exploré. Et elle a réussi. Elle est maître maintenant en sciences c'est une personne qui est très ouverte. Alors on automatiquement avec les découvertes scientifiques, on arrive à faire de plus en plus des liens. Si on dit l'astrologie, je ne veux pas nécessairement répondre pour vous, mais si on dit l'astrologie, logie qui veut dire l'étude des astres, c'est que si on parle d'études, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des départements de psychologie à l'Université de Montréal. Il y a une partie du département de psychologie qui s'appelle la psychologie, qui donne une place, la place qui revient à l'étude des phénomènes paranormaux, métaphysiques, et qui sont d'ailleurs, vous avez déjà dit au public qu'il y a un département à l'université qui est rattaché au département de théologie qui s'intéresse à la psychologie. En Allemagne. À l'université de Fribourg en Allemagne, l'université du Duke en Caroline du Nord où ça a commencé. Alors, dans le fond, il y a très intéressant, oui? c'est ceci. D'accord. Il y a des scientifiques qui commencent à être ouverts. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on s'ouvre tard. Et ces cours-là devraient être donnés au secondaire. Ces cours-là devraient être donnés dans les cégeps. Oui. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas les forces de l'invisible, on est vulnérable. Exact. C'est ce que nous recherchons à faire à l'intérieur de cette émission-là, qui encore ne pourrait pas... Ce qu'on fait là, ça va pouvoir se discuter à Radio-Canada. Dans 10 ans, dans 15 ans, c'est bon. Mais on est pionnier. Oui. Okay. La science de l'être, c'est une émission pionnier. On débute. Mais c'est pas pour rien qu'on appelle la science de l'être. Oui. D'ailleurs, quand vous avez décidé le titre... On est juste un petit peu en avant de notre temps. Oui. Il faut croire que les grandes corporations, plus tard, seront intéressées à ce domaine-là. Et on va aller plus loin que les foires occultes qu'on connaît. Je parle d'une étude sérieuse. Oui. Ce qui est très intéressant que vous avez élaboré tantôt, c'est qu'il y a quand même des gens dans le milieu scientifique
qui commence à avoir une ouverture. Mais dans le cas de Mme Chasson, ça a été très contesté au début dans les hôpitaux. Oui, il y a eu un mouvement par rapport à les médecins qui condamnaient dans presque tous les départements. Elle n'est pas passée facilement, cette dame-là. Non, exactement. Parce que quand on parlait de polarité, elle a été très contestée. Même, je crois qu'il y a eu la Corporation de l'Ordre des médecins qui l'a lui invité même à prendre la porte. N'est-ce pas? Ça a joué chaud. Bon. Alors, pour avoir suivi le document. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme de la nouvelle conscience va être toujours confronté à du ridicule. L'homme de la nouvelle conscience va être toujours confronté à du scepticisme. Puis dans le fond, c'est un peu normal parce qu'on amène quelque chose de nouveau. Hein? Puis quand on amène quelque chose de nouveau, qu'on soit n'importe quel scientifique sur Terre, on est toujours contesté. Oui. On est toujours contesté. Alors, il faut apprendre à être contesté tout en gardant son centre. Il faut apprendre à être contesté en étant sérieux dans sa science. Voilà. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de la conscience, mais il faut savoir que j'ai étudié plusieurs domaines. Oui. J'ai étudié le domaine de la physique, j'ai étudié le domaine de la chimie, l'électronique, la photographie, j'ai beaucoup étudié parce que il est bon de remettre en question de la conscience, comme j'ai étudié l'ésotérisme, tout. Oui. Mais il faut remettre en question la conscience par rapport à une conscience qui est déjà établie. Oui. On ne démolit pas les valeurs d'une société, on ne change pas les valeurs d'une société à partir de rien. Si on veut modifier et pousser plus loin les valeurs d'une société, on est obligé de le faire à partir de notions que l'on possède déjà. Mais c'est pas facile quand vous avez des scientifiques qui sont... Vous leur parlez de psychologie, vous leur parlez de phénomènes paranormaux, vous leur parlez d'astrologie. Quand vous êtes rendu à expliquer de l'astrologie, mais que pour la majorité des scientifiques, l'astrologie de la foutaise, c'est très difficile. Comprenez-vous? Lorsque Galilée a apporté l'hypothèse que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre qui tournait autour du Soleil plutôt que l'inverse, et que c'était la Terre qui tournait sur elle-même, le Soleil qui était sur place, il a été emprisonné. Et moi, je me dis que simplement avec un exemple comme ça, on devrait réaliser à quelle importance on est placé lorsqu'on arrive avec des notions nouvelles et que, dans le fond, ça bouleverse nos idées. Oui, d'ailleurs, c'est une des responsabilités. On a tendance à envoyer en prison. C'est une des responsabilités que moi j'ai en public, c'est Oui. que l'information que j'amène, je la file toujours. Oui. Pour pas vous retrouver. Je ne peux pas me retrouver dans une position qui est trop délicate. Exactement. C'est pour ça que je dis simplement un pourcentage de ce que je peux faire passer dans un grand public qui, lui, n'est pas habitué à ça. Si je commence à parler de la démonologie, si je commence à parler des forces lucifériennes, si je commence à parler du bas astral, si je commence à parler des influences qu'ont les enfants par rapport à des créatures venant d'un espace-temps différent, il faut que je sois extrêmement prudent. Absolument. Donc, j'ai mieux de l'aborder dans un sens où ça ne fera pas trop peur. Vous l'abordez au niveau de compréhension. Je l'apporte au niveau de la compréhension, mais même encore pour certains individus, de la métaphysique, c'est extrêmement difficile à comprendre. Absolument. Absolument. Mais c'est pas parce qu'on ne croit pas que ça agit pas. Sauf que l'homme qui se libérera de l'emprise de l'âme, de l'emprise des énergies subtiles qui incorporent son corps, sera automatiquement un homme libre. Parce que quand on parle de magie, quand on parle d'être, je ne parle pas de la magie dans le sens de l'utilisation du bas astral. Je parle de la magie dans le sens où un individu rapatrie toutes ses forces intérieures, crée une paix dans son esprit pour se mettre en synchronicité avec l'énergie et faire arriver des événements en dehors de l'espace et du temps qui le libèrent. C'est ça que je veux dire quand je parle de magie. Parce qu'on ne peut pas être sans être à plusieurs endroits en même temps. Je vous rappelle un peu le principe de la physique dernièrement de la non-localisation atomique, qui fait que on s'est aperçu à travers l'étude de l'atome qu'elle peut être à deux endroits en même temps. Vous voulez dire le même atome? Le même atome. Le même atome est à deux endroits en même temps. Le même atome peut être dans la non-localisation de sa structure atomique, c'est-à-dire qu'il peut être à deux endroits en même temps. Et ça, ça fait partie de la gnose de Princeton. Ça fait partie de toutes les recherches. Albert Jacquard, qui disait il n'y a pas tellement longtemps, l'atome est une vibration et la matière n'existe pas. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Albert Jacquard. Mais entendons-nous que même si Albert Jacquard le dit, il n'y a pas grand personne qui accepte cette information-là au niveau de leur conscience. Oui, mais on est obligé de l'accepter parce que Albert Jacquard, c'est un savant. Oui.
Et c'est un savant qui remet les choses en question d'une manière admirable. Mais lorsque vous expliquez ça à quelqu'un qui n'a aucune notion de physique, lui dit que justement, il y a un problème. Moi, je suis obligé de faire attention à tous les niveaux. Je suis obligé d'avoir un langage qui va permettre aux scientifiques d'arriver à une certaine compréhension. Je suis obligé en même temps de faire attention aux jeunes. Parce que si je fais de la voyance avec les jeunes, dites-moi comment ça marche, qu'ils deviennent trop fascinés, c'est pas bon. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est de la voyance. Il faut comprendre que la voyance, c'est l'expansion énergétique d'une énergie hors corps qui fait que lorsque vous êtes au niveau de votre infini, vous pouvez comprendre l'infini de l'autre. Que l'être humain en tant que je, ça n'existe pas. Le juste, c'est une impression. En réalité, on est tout. On est toute chose qui vit. On est toute chose autour de nous. On est l'autre. C'est ce qu'on appelle une fusion. L'être humain est simplement une manifestation du cosmos sur la planète qui s'appelle Terre. Mais le but de la réflexion ultime, qui je suis, c'est pas un être humain qui peut se poser cette question, parce que c'est comme de mettre l'océan dans un dé à côte. Qui je suis, c'est l'univers qui s'interroge sur elle-même. Est-ce que vous et moi, nous sommes le même être? Vous et moi, nous sommes le même être avec une énergie mémorielle différente. Et lorsque cette énergie mémorielle, votre histoire, mon passé, est au-delà, c'est-à-dire qu'il est conscientisé, à ce moment-là, c'est le même être. Vous voulez dire que... Il n'y a pas de séparation entre les êtres humains. De la même manière que je me sens, vous vous sentez pareil. C'est ça que vous voulez dire. C'est l'être, c'est la paix dans l'esprit, c'est le nirvana. C'est la compréhension de l'autre, c'est la fusion avec l'autre. Ainsi, la même conscience, c'est la même conscience. C'est la même conscience, cette conscience-là appartient à l'univers. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un sur la rue et que vous lui dites, j'ai l'impression que je te connais depuis longtemps, c'est pas je qui dit ça. C'est la même conscience. C'est l'être qui reconnaît l'infini de l'autre, avec lequel vous allez voir l'impression, en perçant le couche et le voile de l'astral, de la mémoire du jeu, de reconnaître l'infini, l'immortalité dans la personne que vous rencontrez. C'est pour ça que nous avons plein de meilleurs amis que nous avons encore jamais rencontrés, mais qui sont en ce moment nos meilleurs amis. Oui, sauf que vous pouvez devenir le meilleur ami pour vous-même avant de les rencontrer. C'est important. C'est très important. Ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous rappelez toujours la personne à elle en premier. Il est très important de rappeler la personne à elle-même en premier parce qu'elle est le début du monde. Moi, quand je regarde le monde, quand un être humain regarde le monde, qu'est-ce que le monde sinon sa perception? Absolument. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est quelque chose qui m'est donné à travers ma conscience. C'est ce que Edmond Husserl a appelé la phénoménologie. C'est ce que Schopenhauer avait très bien décrit. C'est ce que Descartes décrivait. Le monde est en moi. C'est pas un arbre qui est dans une forêt, c'est toujours la forêt qui est dans l'arbre. Ainsi, lorsqu'un enfant regarde son ourson et qu'il dit à sa mère « il est vivant », il n'a pas tort, puisque en lui, l'ourson est vivant et l'image qui lui passe à travers cette personne-là lui donne justement un quotient de vitalité, de vie. C'est-à-dire que c'est totalement quelque chose de réel. L'ourson qui est en lui, c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose, pour l'enfant, c'est quelque chose de réel. Oui. Alors, pour lui, il a raison lorsqu'il dit à sa mère, ou lorsqu'il parle à son ourson, il a raison. Oui. Il est vivant. Sauf que notre civilisation présente est en train de quitter son ourson. Oui. Pour passer à quelque chose qui est pas mal plus intéressant puis global. C'est l'homme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est encore avec sa petite bouteille de lait. Oui. Alors, il est allaité par des concepts philosophiques, puis quand il casse la bouteille pour changer et qu'il passe à la tasse, il pleure peut-être, mais au moins, il apprend à boire à un autre niveau, il apprend à accéder à des informations à un autre niveau. L'homme, c'est du cosmos. L'homme, c'est la capacité de réfléchir du cosmos à l'intérieur de lui-même. L'homme, sur Terre, ça n'existe pas. L'homme, c'est un passage de l'état de la nature à un autre état de la nature réflectif, mais qui s'en va vers le cosmos. C'est beau, là, en ce moment, on a sur Terre une conscience écologique, c'est bon. C'est une conscience planétaire qui a été donnée à l'homme quand il a posé les pieds sur la Lune. Ah oui. Ça a révolutionné les jeunes au cours des années 60. Ceux qui avaient 2-3 ans à cette époque-là. On a vécu. C'est ça qui a donné la conscience de la pollution.